Bonsoir, et bien voilà, nous voilà tous ensemble. Je sais que certains étaient impatients de nous retrouver. C'est vrai quand on se dit c'est 23h le début de l'émission. Je sais que certains attendaient impatiemment ce démarrage, mais voilà, quelquefois, mais c'est ça aussi, les événements, être ensemble et célébrer pour les amoureux et les passionnés du foot. Alors nous, on se retrouve pendant 1h30 cette nuit. Demain, on aura 3 heures, démarrage de l'émission, je vous le rappelle, à 22h. Alors on va dire qu'on se rattrapera aussi demain soir. Et puis vous savez, ce temps de parole pour nous confier vos soucis petits et grands, pour chercher à comprendre et à retrouver quelquefois le chemin perdu. Et puis comme le disait aussi Maurice Béjart, à choisir perpétuellement l'essentiel. Alors voilà, l'orientation est donnée, vitalité, vérité, innocence à retrouver, mais aussi le prix à payer, un travail intérieur préliminaire, puis avancer sur cette voie de la transformation. Il semble que dans une vie, on n'en finisse pas de commencer et trouver le plaisir d'être soi, ou devrais-je dire le devenir d'être soi. L'apaisement est un art qui consiste à changer son regard sur soi et sur les autres, à chausser des lunettes plus positives sur ses projets, sa force, sa liberté, son espérance, sa confiance dans la vie, et être finalement heureux de ce qu'on est, car votre valeur personnelle, c'est ce que vous êtes et non ce que vous avez. Alors, vous le savez aussi, souvent, il nous faut cafouiller, il faut examiner alors d'autres possibilités. Si une chose est destinée à se produire, quand une porte se ferme, une autre s'en trouve. Modifiez votre attitude, transforme votre énergie, et plus vous résistez au courant, plus vous êtes malheureux. Acceptez que momentanément, vous êtes censé être là où vous vous trouvez. Demeurez ouvert aux surprises et aux connexions inattendues. Et aujourd'hui, j'ai eu la joie, cette joie justement de surprises et de connexions inattendues, la joie de participer au chapiteau du livre à Saint-Cyr-sur-Loire. Et je voudrais en profiter pour remercier tous les auditeurs qui sont venus me rendre visite. De jolies surprises, de très belles rencontres, beaucoup de chaleur et d'émotions qui m'ont fait chaud au cœur. Vous retrouverez vos prénoms sur la page Facebook de la Libre Antenne du Week-end. Et puis moi, je suis heureuse de vous retrouver tous et toutes ce soir avec vos histoires de vie qui, vous le savez, me passionnent. Quentin et Corentin répondent au 39 21 à vos appels, et c'est Andreas Papazian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit, ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. Allez, 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Et bonsoir chère Alice. Bonsoir Sophie. Alors on se retrouve parce que alors je vais dire on va dire notre petit secret, je crois, Alice, à l'antenne. Oui. Eh bien Alice est venue me voir, vous êtes venue me voir aujourd'hui, Alice, au chapiteau du livre à Saint-Cyr-sur-Loire. C'était une très jolie rencontre, et je précise que vous êtes passée dans la Libre Antenne, c'est vous qui me l'avez rappelé, une des plus jeunes à témoigner sur cette Libre Antenne il y a 4 ans, vous aviez 13 ans et demi, alors j'ai écrit 14 ans sur la page Facebook, mais je crois que vous m'avez dit 13 ans et demi tout à l'heure, et vous avez aujourd'hui 18 ans, et ça m'a fait vraiment très très plaisir de vous rencontrer, et vous m'avez dit mais j'aimerais bien intervenir ce soir parce que je me pose une question sur la dépendance affective, et j'ai dit oui, pourquoi pas, bienvenue. Voilà. Alors c'est à vous, Alice. Alors, il y a 2 ans de ça, j'ai souffert de la dépendance affective avec une personne que je connaissais que sur Facebook. Oui. Et ça a été une relation très forte, parce que cette personne, je ne la connaissais pas du tout. Et elle m'a énormément aidée dans beaucoup de choses. Oui. Et je pense qu'elle a beaucoup remplacé ma mère biologique, parce que j'ai été adoptée. Oui. Donc elle a beaucoup eu ce rôle de maman avec moi. Donc on échangeait beaucoup. Donc on s'était encore jamais rencontrés.
Donc c'était vraiment très fort. Donc j'ai posé beaucoup de questions, elle me répondait, mais je sentais que cette relation elle n'était pas saine en fait, parce que quand j'ai parlé ça me faisait du mal, parce que je lui écrivais beaucoup trop en fait. Puis je sentais que ça l'énervait aussi, mais j'arrivais pas à sortir de cette relation, parce que je sentais que si je lui parlais pas, je me sentais pas bien et je me sentais perdue. Et même si je sortais avec des amis, et je faisais beaucoup de choses, je sentais qu'il y avait ce manque en moi de cette personne. Donc c'était compliqué, parce que même quand j'étais à l'extérieur, je me disais, là je suis en train de faire quelque chose, mais cette personne n'est pas là. Et je ressentais vraiment, même aujourd'hui encore, je pense, ce manque. Donc, comment ça s'est terminé d'ailleurs? Aujourd'hui, vous communiquez plus avec elle? Qui a mis fin ou ensemble? Et cette personne qui a dit stop, ça va trop loin. Oui. Et puis, on n'a plus échangé. Et vous avez plus échangé? Oui. Mais je pense que c'était violent en fait, parce que ça s'est terminé comme ça. Donc moi, j'étais vraiment perdue. Oui. Et puis aujourd'hui, on communique encore un petit peu, mais c'est juste bonjour, au revoir, puis on se parle plus. Ouais. Alors vous avez raison, hein, Lise, de parler effectivement là pour le coup du terme de dépendance affective, parce que c'est un type d'attachement dont la qualité et l'intensité correspond pas à la qualité et l'intensité dans la réalité. Alors en fait, c'est vrai qu'on a tous besoin de l'autre, c'est un besoin naturel, même neurobiologique, tout à fait prouvé scientifiquement, mais quand celui-ci n'est jamais rassasié, quand il s'intensifie et devient destructeur, comme vous le racontez, alors il se transforme en dépendance affective. Et là, en fait, c'est passer son temps à vérifier que l'autre est là pour soi. Et c'est ça que vous faisiez. Et en même temps, dans votre histoire, ce qui est très intéressant, Alice, quand vous parlez justement de maman et de remplacement, ou qu'elle faisait office en fait de mère biologique, vous savez que le bébé à 6 mois, en fait, c'est le moment où dans le regard, il comprend qu'il est différencié de ses parents. C'est quand on montre un bébé devant une glace, on lui dit regarde-toi, c'est toi, et tout d'un coup, le bébé commence en fait à comprendre qu'il est distinct. Et c'est le regard aimant des parents qui vont l'aider à accéder à son identité propre et qui lui permettent, enfant, en grandissant, de s'investir comme aimable. Et sans doute que le regard porté sur vous, et d'ailleurs par écran, Freud a montré très tôt que les yeux, en fait, par l'écran, ont créé un lien très fort. C'est pour ça qu'il y a une addiction à ces réseaux sociaux. Et qu'en fait, c'est un peu comme un miroir où vous êtes vu dans les yeux, d'une certaine manière, de cette maman que vous aviez, entre guillemets, investie, et qui vous permettait, vous, d'accéder à votre identité. C'est pour ça qu'elle était si importante dans son regard aimant, au départ. Et après, destructeur à cause de la dépendance, vous voyez. Parce que je sentais qu'à la fois, la relation, ça me faisait du bien. Oui, mais à la fois, ça me faisait du mal. Oui, quand c'est trop, c'est-à-dire qu'elle fait du bien parce que naturellement, elle comble un besoin de lien affectif très naturel, et trop, elle détruit parce que il y a ce besoin constant, comme un besoin d'être rassasié, un puissant fond, de tout le temps se remplir et se retrouver dans ce regard. Mais j'ai eu une autre relation aussi comme ça. Oui. Parce que je me suis dit, bon, maintenant, il n'y a plus cette dépendance affective avec cette personne. Il faut que je la comble maintenant. Donc, il y a une autre personne avec qui je m'entendais bien aussi. Oui. Avec qui ça a fait la même chose et ça s'est terminé aussi. Et là, c'était dans la vie réelle, vous vous connaissiez? Cette personne-là, je l'avais déjà rencontrée plusieurs fois. Et puis, j'avais beaucoup échangé avec elle. Puis un jour, je lui ai dit, mais ça se trouve, vous êtes ma mère. Mais j'ai commencé à lui dire des choses comme ça. Et je pense qu'elle a eu peur. Elle a eu peur, oui. Elle était plus âgée que vous. Elle aurait pu être votre mère. Elle aurait pu être ma mère. Oui. Alors justement, il y a Monica qui demande, vous n'avez pas pu trouver ce lien justement fusionnel, mère-fille, dans votre famille adoptive? Ça a été compliqué. Oui. Mais je pense que maintenant, comme je suis moins chez moi et que je parle souvent au téléphone avec ma mère, j'ai un petit peu ce lien. Ah, donc en fait, par cette
de nouvelles distances, là maintenant que vous habitez plus ensemble, c'est ça? Vous retrouvez ce lien, c'est-à-dire ce cordon. Hein, c'est intéressant parce que vous parlez d'écran, maintenant vous parlez de téléphone, et on retrouve l'image qui me vient, c'est celle du cordon ombilical. C'est je suis loin, mais je sais qu'en étant loin, je suis constamment rattachée. Et ça vous fait du bien en fait, Alice, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et en fait, c'est un peu bizarre, mais quand je parle pas, il y a des moments où dans la vie, je suis vraiment bien. Il y a des moments où, comme ça, on ne sait pas pourquoi je vais me mettre à être pas bien, à pleurer. Et les gens vont me dire, mais pourquoi? Je vais dire, là, elle me manque parce que à ce moment-là, elle voit pas ce que je fais. Elle n'est pas là pour le voir et ça me donne plus du tout envie d'avancer. Parce que j'aurais besoin de ce regard aimant. Hein. On est vraiment au stade du petit enfant, Alice, qui a besoin d'être investi du regard pour avancer. Mais vous voyez, ce qui est formidable là dans ce que vous dites, c'est la conscience que vous avez de ce qui vous arrive. C'est ça qui va le mieux vous aider. En tout cas, c'est la première grande étape que vous franchissez. C'est quand on commence en fait à avoir conscience, à avoir une certaine objectivité, je dirais, sur ce qui se joue en vous. Et là, en fait, par cette conscience-là, vous allez, à chaque expérience relationnelle, prendre la mesure de où vous vous situez, où est votre identité, qui est en construction, parce que vous n'avez que 18 ans, fort heureusement. Ouais, mais moi, c'est ce qui me fait peur, parce que je me dis que... Enfin, j'ai eu un copain, je suis plus avec lui, oui. Et c'était pas du tout la même chose, en fait. Quand il essayait d'être proche de moi, tout de suite, je disais non, parce que c'est pas du tout comme avec une femme, en fait. Ah oui, alors justement, il y a René qui pose la question, est-ce que vous aviez un papa aussi, adoptif? Ouais. Et quelle est la relation que vous avez avec lui? Maintenant, bien. Mais on a quand même encore des soucis de communication, même si on est très proches. Et en fait, vous dites qu'avec votre copain, vous ressentiez pas, en fait, vous étiez pas dans cette forme de dépendance dont vous parlez. Non. Ouais. Jamais avec un garçon. Vous connaissez les origines, enfin votre mère biologique, vous avez des informations dessus, vous savez qui elle était? Donc, je suis bulgare. Oui. Donc, c'était des Roms. Oui. Je vivais dans un petit village de pauvres en Bulgarie. Mm-hmm. Et c'est tout ce que je sais. J'ai le nom, le prénom, mais c'est trop difficile pour les retrouver parce que comme ils voyagent, c'est compliqué. Donc une maman... j'aimerais bien. Oui, mais c'est à ça que je pensais quand vous dites qu'en fait c'est plutôt en lien avec des femmes qui pourraient être votre maman. C'est ce besoin absolu de lien, de quête d'une maman nomade et insaisissable et introuvable d'une certaine manière. Ouais. Et sans doute ça se fixe là parce que votre besoin le plus fort est à cet endroit-là et sans doute pas dans la relation avec un garçon. Mais vous n'avez peut-être pas ce besoin identitaire-là quand vous êtes dans une relation amoureuse. Ouais. En revanche, peut-être qu'il vous agace parce que il vous détourne du besoin qui transcende tout le reste, c'est-à-dire le besoin de la maman. Et donc, pour l'instant, c'est là-dessus que vous êtes focalisé. Ouais, c'est pour ça que il me disait mais tu m'aimes pas. Je disais mais si, je t'aime. Mais les deux autres personnes auxquelles je suis dépendante, je lui disais elle, j'ai l'impression qu'elle compte plus que toi. Enfin, je suis prête à plus de choses pour ces deux femmes que pour toi. Enfin, c'est horrible, mais... Non, c'est pas horrible. C'est comme vous le seriez avec un parent. Vous voyez, comme un lien du sang, quasiment. Ouais. C'est ça que vous lui avez exprimé. Mais peut-être que lui était très amoureux de vous et l'a mal pris dans cette hiérarchie que vous faisiez. Il a peut-être pas tout à fait compris où ça se situait pour vous. Et peut-être qu'il s'est dit, oui, je compte pas pour elle. Peut-être lui était peut-être aussi un peu envahissant avec vous dans la façon qu'il avait de vous aimer. Il était très proche de moi, comme si, parce qu'en fait, il m'a dit, parce qu'il a été adopté aussi à l'âge de 4 ans. Donc, on a été adoptés tous les deux. Oui. Donc, je pense qu'on a des manques affectifs similaires. Oui. Et donc, du coup, c'est assez bizarre. Il était très proche de moi. Il voulait
jamais me lâcher. Et du coup, je me retrouvais à travers lui. Ah oui, donc il vous tendait un miroir finalement très agaçant parce que lui jouait à la dépendance affective finalement avec vous, quand il vous renvoyait une image qui était pas très supportable pour vous en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, je lui disais, comme si moi, j'étais pas dépendante, je lui disais, mais tu peux pas être, je suis que, c'est ce que me disait la première personne dont j'étais dépendante. Je peux pas combler tes manques affectifs. Je suis pas là pour ça. Alors que moi-même, je vais vers une personne pour essayer de combler mes manques. C'est comme si j'avais pas de, je sais pas, de sentiment, que j'allais vers une personne juste pour ça. Alors que non. Au départ, j'étais vraiment amie avec ces deux personnes. Mm-hmm. Et je me dis, je vais jamais garder mes relations amicales, en fait. Après, j'étais adulte. Les amis de mon âge, c'est pas la même chose. Justement, ça se passe comment avec les amis de votre âge? Ça se passe très bien. Ouais. C'est pas du tout la même chose. C'est pas le même phénomène, d'accord. Donc, Oui. Un petit peu avec ma meilleure amie, parce que quand elle est avec son copain, j'ai l'impression qu'elle va m'abandonner. Oui, il y a cette peur-là. Ouais. Mais c'est vous voyez, quand vous en avez conscience, du coup, vous pouvez agir dessus. Donc, le fait de pouvoir vous raisonner, de pouvoir faire appel à votre pensée, à votre raison, à l'observation de vous-même, hein, donc à la connaissance de vous, vous pouvez vous dire, oui, j'ai le sentiment qu'elle va m'abandonner si elle est avec son copain, mais je me connais un peu, je sais que j'ai plutôt tendance, à voir les choses comme ça, et je sais faire la différence et la part des choses. Maintenant, il se trouve qu'avec les personnes qui auraient pu être votre maman et qui étaient plus âgées que vous savez, comme dans une relation, on est toujours deux, Alice. Peut-être qu'il y a eu aussi leur peur à elles, qui ont attisé votre manque à vous. C'est-à-dire, quand on vous renvoie le fait de vous dire « je ne peux pas combler tes manques », c'est « arrête, tu mets tout, je ne sais pas être la personne que tu veux, que je sois pour toi ». Ce qui, en soi, peut être vrai, mais que vous n'étiez pas, à ce moment-là, en tout cas, en toute capacité d'entendre. Et que vous avez besoin qu'on vous dise à quel point vous êtes importante et on vous apprécie parce que vous en avez besoin. Mais un besoin vital. Ouais, mais pourtant, la relation avec cette personne, elle a duré pratiquement 3 ans. Et en 3 ans, cette personne m'a rien dit. Et moi, je lui disais de temps en temps, je lui disais, vous trouvez pas qu'il y a un problème? J'ai l'impression que je suis accro à vous, que si vous coupez Facebook, je vais me sentir super mal si vous parlez pas avec moi. Elle me disait, mais non, t'inquiète pas, il se passe rien, tu stresses trop. Et presque 3 ans après, elle m'a dit, maintenant stop, comme ça. Alors moi, j'aurais préféré qu'on en discute, qu'elle me dise ce qui aille pas, et ça n'a pas été fait. Donc du coup... elle a été débordée. Elle a dit stop parce que c'est elle qui n'arrivait plus à gérer et qui a pris peur. Donc elle a eu besoin de couper le lien brutalement, ce qui pour vous, du coup, a dû raviver quelque chose de l'abandon. Avant l'adoption, et pour vous, c'était un scénario très douloureux. C'est vous attachez, comme vous l'avez fait toute petite avec votre maman biologique, et le cordon est coupé brutalement. Et ça a dû être très 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 difficile pour vous, parce que pas de mots, pas de compréhension. C'est ça. Pendant 2 ans, j'étais pas bien du tout. Oui. Je voulais plus avancer parce qu'il n'y avait plus cette personne, donc. Eh oui. Plus grandir d'une certaine manière. Et je voulais plus aussi. Je me suis dit, il y a plus. Là, encore aujourd'hui, pour une certaine personne, une autre personne encore, je veux pas avancer. Peut-être que je peux pas parce qu'elle est pas là. Donc je me dis, je sais pas, j'ai 18 ans, je vais en avoir 19. Après, je vais avoir 20 ans. Vous pouvez me donner un exemple quand vous dites je peux pas avancer parce qu'elle est pas là. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire parce que son regard sur vous n'est pas là? Je vais faire l'INFL, l'Institut National de Formation de la Librairie. Oui, vous m'avez dit ça aujourd'hui, oui, c'est magnifique. Et ça vous empêche, quand vous dites je peux pas avancer? J'ai l'impression que, comme elle n'est pas là pour me dire tu vas réussir, c'est bien, même s'il y a d'autres personnes qui me le disent, ça n'a pas la même importance. Du coup, je me dis, ça ne sert plus à rien. De toute façon, elle n'est plus là pour voir ce que je fais, ce que je deviens. Autant tout laisser. Et puis, mais il y a des moments où je me dis, non, je peux pas faire ça parce qu'elle gagnerait.
Oui. Faut quand même que j'avance. Oui, elle gagne. Ce lien, enfin pas elle, mais ce lien gagnerait dans votre propre destruction. Et là, vous n'avez plus que des comptes à rendre à vous-même. Et plus vous allez avancer, plus ça va être ça dans la vie. C'est-à-dire un engagement à vous faire aboutir votre projet, c'est l'engagement que vous prenez avec vous. Et plus vis-à-vis de parents, 18, 19 ans. Mais j'imagine que, je crois que vous êtes en thérapie, hein, Alice, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Et vous avez avancé là-dessus avec votre thérapeute, j'imagine? Pas vraiment, pourtant j'en ai parlé. Oui. Mais il est vraiment très bien quand même. Oui. Mais on n'a pas vraiment avancé dessus. Pourtant, j'essaie, je me dis, c'est la première chose à régler en fait, pour mes relations plus tard. Enfin, je me dis, si un jour, je sais pas, si je suis libraire et que je deviens dépendante de quelqu'un qui vient, enfin, ce serait bizarre. Ou même de ma patronne. Oui. Ça serait Vous craignez ça, hein, j'entends ça, Alice, où vous vous dites, mais ça va me poursuivre. C'est ce que vous vous dites aujourd'hui, en tout cas. Je me dis que oui, en fait. Je me dis qu'il y a un truc en moi qui veut que ça... Que je cherche maman toute ma vie, finalement. C'est ça, c'est... Oui, que je ne trouve pas. En même temps, Alice, vous allez grandir, faites ce pari-là, et vous avez à votre âge, et je me souviens aussi de vous, il y a 4 ans, une très belle conscience, une très grande maturité, justement affective d'une certaine manière. Donc vous allez pouvoir élaborer quelque chose et comprendre qu'il y a la petite Alice au fond de vous dont il faut prendre grand soin parce que justement sa maman biologique n'a pas pu être là pour elle et qu'il va falloir que la petite Alice ait besoin de la jeune Alice qui grandit à ses côtés. Vous pensez que je ne dois plus du tout parler à ces personnes maintenant? Moi, je pense que vous devez plus leur parler parce qu'elles vous ont dit stop. Donc, vous devez maintenant fermer la porte, vous dire qu'elles vous ont accompagné un temps sur le chemin, qu'elles vous ont apporté beaucoup de choses, ne pas les renier, ne pas en faire quelque chose de douloureux. Ça a été, et il y a eu des moments où c'était bon pour vous, c'était constructif, où elles vous ont porté à des moments difficiles, et puis après vous êtes rendu compte que c'était destructeur. Et le fait que ça s'arrête, c'est un soin de vous. Vous savez que c'est destructeur. Ouais. Donc à ce moment-là, vous prenez une décision dans le souci que vous avez de vous-même, c'est-à-dire vraiment dans le soin. Et continuer ce lien, aujourd'hui, ne vous donnerait rien. D'une part parce que elles sont pas d'accord, et d'autre part, vous passeriez en force. Et c'est aussi se dire, je peux pas avancer si elle me voit pas avancer, alors ça ne vaut rien. C'est vous renier. C'est à vous-même que vous le faites. C'est votre propre identité que vous blessez. Ouais. Comme dit Nicolas, hein, c'est plus la personne en elle-même, hein, mais c'est l'image que vous vous en faites. Et que vous mettiez maintenant toutes ces mamans à l'intérieur de vous, c'est vraiment important. Hein? Donc ça, maintenant, vous allez avancer avec vous. En tout cas, je vous le souhaite. Il y a Pascal qui laisse son numéro pour vous, qui rappelle que d'ailleurs Sylvie Vartan était bulgare. Elle fait le lien. Et puis il y a Jeanne qui dit, c'est incroyable, j'ai l'impression de m'entendre parler. Mais est-ce que c'est une maladie, cette dépendance affective? Et si oui, est-elle chronique? Non, alors je vous rassure, c'est pas une maladie et ce n'est pas chronique. Donc Alice, moi je vous remercie d'avoir appelé ce soir. Je vous souhaite un très joli chemin et j'espère vous retrouver en tant que jeune étudiante pour une librairie l'année prochaine à la rentrée. Mais oui, je viendrai vous voir. Oui, je vous embrasse Alice. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.
vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct pendant encore 1 heure. Cette antenne qui est à vous au 39 21 pour nous confier un peu de vos joies et de vos peines, un lieu de partage, un lieu d'expérience aussi. Vous faites l'expérience de vos témoignages et de la relation, de la mise en relation avec tous ceux qui vous écoutent. Alors pour se parler et se dire, appelez-nous au standard au 39 21. Quentin et Corentin sont là pour vous y accueillir avec attention et c'est Andreas Papazian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels sur le 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Donc, je commence alors. Oui. Je n'ai pas l'habitude. Ah non. Comme plein de gens. On a rarement l'habitude de passer à la radio. Oui. Oui, enfin bon, ce n'est pas la première fois néanmoins. Oui. Bon, on va y aller. Voilà, Corentin a dû vous expliquer. Oui, je sais juste que vous posez une question finalement sur votre futur lieu de vie, sur ville ou campagne. Voilà. C'est ça, oui. Voilà. Oui. Parce que depuis 2009 jusqu'à février de cette année, j'avais un lieu artistique dans une ville du nord-est de la France. Je ne veux pas la citer. C'est une moyenne ville, on peut être vite reconnu. Bon, j'ai dû la fermer pour maintes raisons, notamment économiques. Oui. Parce que, même si on vend pas des choses chères dans l'art, depuis quelques années, tout est devenu très difficile. En tout cas, là où j'étais, ailleurs, je ne sais pas. Oui. On se sent très seul quand on est à son compte, souvent. J'avais un public néanmoins très agréable qui me tenait. C'était pas la première année que j'ai failli vendre, pas partir, mais je m'accrochais quand même. Je voulais partir sans en partir. Il y a différents critères, pas seulement économique, voisinage, mauvais emplacement, ville difficile. Plein de bonnes raisons, on va dire plein de bonnes raisons. Oui, plein de bonnes raisons, oui, bonnes, vraiment. Néanmoins, c'est vrai que c'est très aléatoire, ce genre de commerce, Ouais. Oui, c'est un commerce néanmoins. Et puis tout s'est fait rapidement. Et puis depuis février, me voilà sans rien. Et c'est très dur à vivre. C'est-à-dire que vous habitiez à côté, c'était donc votre... C'est-à-dire que j'avais un espace, un magasin dans ville. Oui. C'est là où vous exposiez vos œuvres d'art. Pardon ? C'est là où vous exposiez vos œuvres d'art. Oui, pour les vendre. Voilà. Pas les miennes, pas les miennes. Moi, je ne suis pas créateur. D'accord. Pas encore. Je commence à m'y mettre. J'apprends. D'accord. Maintenant, au moins, j'apprends à peindre. Voilà, je passe de l'autre côté de la barrière. Voilà, au moins quelque chose de positif. D'accord. Et vous aviez un logement aussi dans cette ville-là ? Non, j'ai un logement dans la banlieue, pas. D'accord, de cette ville. D'accord, pas loin. Oui. Mais un petit logement, et ça ne va plus non plus. J'ai envie d'en sortir aussi, et effectivement, le fait de ne pas m'en sortir, finalement, de ne pas émerger dans cette ville, dans ce que je faisais, a fait que je végétais, quoi. Que rien finalement ne se passait, que comme j'aurais aimé, comme je le pensais naïvement. Parce que je m'ouvrais beaucoup. Oui, et quelle est justement la question autour du choix que vous avez à faire aujourd'hui ? Oui, donc voilà. Alors la question, c'est que j'ai vendu pour retrouver mes sous parce que ça devenait
inquiétant. Et puis, quand je vois les loyers qu'il y a en ville, parce que je pensais, des fois, il faut rebondir dans d'autres lieux, changer, bien suffit sûr. des fois de peu de choses. Oui. Mais voilà, il y a une surenchère en ville au niveau des loyers, et même dans les plus petites villes. Moi, je suis en Meurthe-et-Moselle quand même, bon, je dis ça. Même dans des petites villes, je suis surpris de voir des loyers identiques à ceux de la ville. C'est très surprenant. Donc et là je ne pourrais que louer. Donc je n'y crois plus moi quand je vois qu'il faudrait payer 650 €. Voilà, c'est peut-être bien si on vend du made in je sais pas où, qu'on multiplie par 5, mais pour vendre de l'artisanat d'art, ou de l'art dans des moyennes villes, parce que là où je vis, c'est pas Lyon, c'est pas Bordeaux, c'est moyen. En fait, vous vous dites que vous n'avez plus les moyens de vivre en ville et que et qu'il faut aller un peu plus loin, et ça vous inquiète? Oui, Oui. d'avoir une activité voilà, qui prospère, j'aimerais beaucoup, parce qu'il y a des lieux que j'aimerais dans cette ville. Mais c'est trop cher, je n'ai plus confiance. Je n'ai plus du tout confiance dans, j'allais dire, la ville, pour maintes raisons. Je n'y crois plus. Payer 650 € dans ce domaine, c'est pas sûr. Donc, d'un côté, j'aime beaucoup la campagne. Oui. J'y vais souvent, me promener, faire de la photo. Maintenant, je me mets même à peindre ce que je fais en photo. Oui. Et alors voilà, j'avais des envies déjà depuis 3-4 ans d'aller à la campagne. Alors voilà, il y avait cette envie, j'aime beaucoup les plantes, la nature. Et puis voilà que le magasin a vendu, je me mets à visiter et je me dis, mince, certes, c'est pas cher, mais bon, qu'est-ce qui ferais-je la semaine? J'ai une peur folle de m'y ennuyer et de ne plus bénéficier d'un public que j'avais dû au fait que c'est une ville universitaire, des liens etc. sociaux. Vous avez des amis? Vous avez beaucoup d'amis, Jean-Luc? Non, c'est ça aussi qui fait que, enfin, c'est peut-être dur parce que d'un autre côté, vous me direz, c'est pareil, ce sera pareil en ville qu'ailleurs. Enfin, non, je ne connais personne là où je suis, en Lorraine. D'accord. Non. Et vous avez des attaches dans d'autres régions, sinon? Oui, enfin, oui. Mais c'est compliqué pour vous. Oui, une famille éclatée, et pas un divorce, et bon, autre chose pour laquelle je vous avais déjà appelé, enfin, je ne sais plus si c'était vous ou Caroline. Caroline, oui. D'accord. Ça devait être Caroline. Parce qu'il y a quelque chose que j'entends de l'ordre de la fuite pour vous, dans votre choix. D'une part, oui, peut-être, oui, la fuite parce que je suis amer. Oui. On peut dire que je suis amer de la ville, et pas que de la ville d'ailleurs, de certains, puisque j'ai essayé de m'implanter il y a 4 ans et encore l'année dernière dans 2 villages ayant un intérêt plus ou moins touristique ou artistique, et j'étais très déçu par des clans, par des mentalités, je comprends. et bon, qui font que apparemment, si on est privé, en galerie, on est, enfin, c'est une impression. J'ai même entendu, on est un peu rejeté. Vous êtes senti rejeté, en tout cas, oui. On n'est pas association, donc on est rejeté. Ça, je le vis, je l'ai entendu et ça m'a même blessé. Et comme le dit René, là, qui envoie un message, et vendre vos œuvres d'art dans un village, c'est pas envisageable? C'est ce que j'avais essayé l'année dernière, dans un village c'est là où il y avait l'atelier, là où vous aviez votre espace commercial. Dans un village, disons, interculturel. C'est dur de ne pas dire les noms de mais bon, je me suis bien aperçu que, enfin bon, ça ne marchait pas du tout et que c'était plus branché, sur le livre d'occasion. Ceux qui sont en Lorraine comprendront. Donc ça n'a pas du tout marché et j'ai fini par... Il y avait justement un esprit de village qui aussi m'a fait peur.
Oui, alors oui, parce qu'il y a quelque chose d'une attente déçue dans ce que vous racontez. C'est qu'il y a beaucoup d'attentes et qu'à chaque fois que vous avez eu des attentes, vous avez été très déçu de ce que vous avez rencontré. Et ça, quand il y a comme ça une différence entre ce qu'on imagine qu'on va vivre et ce qu'on vit, c'est que peut-être il y a pour vous une connaissance plus fine à voir de ce qui vous convient vraiment à vous. Oui, parce que votre attente est tournée vers l'extérieur sans bien savoir qu'est-ce qui vous comble. Donc vous êtes dépendant finalement d'un environnement extérieur qui va vous permettre ou pas d'être bien ou d'être heureux ou de trouver ce que vous cherchez. C'est-à-dire que je suis très ouvert aux autres, je vais toujours au-devant des autres. Vous savez, j'exposais des classes de lycée, j'ai initié une exposition photographique par OVS, vous savez, on va sortir là, qui avait pris d'ailleurs, qui avait marché. J'ai jamais profité des autres. Il fallait que je vive de cette activité. Certains ne le comprennent pas chez les artistes. Je veux pas néanmoins négativiser. Parce que j'ai vécu dans un village effectivement où là c'était plus le maire qui n'a pas voulu m'aider, mais j'ai trouvé que les gens du village étaient néanmoins sympathiques. Donc je me dis que tout n'est pas fichu. Mais ce qui me fait peur, c'est aussi la solitude. Oui, je comprends, parce que vous avez un fort besoin en fait d'être lié aux autres, et sans doute quelque chose de vous qui résiste dans votre façon de bien vous connaître pour ne pas être déçu justement, c'est-à-dire savoir où aller. Et on sent d'ailleurs que cette question autour du lieu, c'est une question d'être presque plus que de lieu. Elle symbolise ça. C'est savoir où aller au sens du I Ching. Vous savez qu'il est ce livre des divinations chinoises, là, orientales, et il y a toujours comme ça ce vocabulaire assez extraordinaire dans le I Ching. Et en fait, votre quête, c'est savoir où aller. Et là, effectivement, il y a sans doute en reprenant assez finement la personne que vous êtes, c'est-à-dire vos besoins profonds, votre choix doit se faire là-dessus. Qui suis-je, avec quels besoins, qu'est-ce que je dois nourrir de ma personne? Peut-être même de l'écrire, et d'arriver, et pas de se faire une certaine idée de tiens, je pourrais aller là parce que je vais tenter ça et peut-être ça va marcher. Parce que là, vous remettez trop d'attentes et vous risquez de nouveau de jouer ce processus de déception. Oui, j'essaie de mettre tout à plat. C'est pas mettre tout à plat, c'est la connaissance de vous. C'est pas ce que vous avez vécu. C'est pas tant j'ai vécu ça et j'apprends ça. C'est qu'est-ce que j'apprends de moi dans ce que j'ai vécu. Voilà, moi Jean-Luc, j'ai plutôt besoin de ça. Je sais que dans cet environnement-là, je suis plutôt bien, mais j'ai aussi besoin de tel ingrédient. Vous voyez, de faire un peu votre cartographie à vous pour savoir quel chemin vous allez emprunter quand vous aurez pu créer votre propre carte. Alors il y a Nini qui dit peut-être aussi est-ce l'occasion de repartir de zéro ailleurs ou même de changer de métier. Justement, plus en lien avec la nature, par exemple. Oui, si vous aimez ça. Dit, je n'ai plus 20 ans depuis longtemps. Oui. On va dire que si, au mieux, je devrais encore avoir 5 ans. Voilà. Mais pour moi, je ne raisonne pas comme ça parce que j'ai constamment l'impression de revivre des choses. J'ai vécu plusieurs choses. C'est vrai que cet aspect d'activité rend libre et fait rencontrer des gens, moi, qui me donnent pas du tout envie de me mettre en retraite ou quoi que ce soit. Justement, par rapport à cet aspect géographique, cartographique, je ne sais plus comment ce que vous disiez, moi, si je m'écoutais, effectivement, je resterais en ville. Je prendrais un local à 650 €, mais c'était excessivement risqué. Voyez-vous, ça, là, c'est mettre en péril. Moi, je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance parce que c'est tellement aléatoire, surtout ça veut dire, est-ce qu'il y aurait un autre moyen, une façon de faire autrement, tout en restant en ville, qui ne soit pas cette problématique-là? Je vois difficilement.
Et je me disais, pour l'instant, je ne vois pas. C'est une ville qui n'est pas assez grande, néanmoins. Vous savez, c'est une de ces villes de province dans les 200 000 habitants où les gens ont leur habitude, où les choses sont où les jeux sont déjà faits en fait. Et où il est très difficile de percer, ça je m'en suis aperçu. Jean-Luc, quand vous dites ça, vous êtes en train de me dire j'ai pas ma place. Donc vous êtes en plein paradoxe, c'est que je ne trouve pas. Voilà. Pardon. Oui, alors vous dites d'un côté j'aimerais bien y rester, mais je n'y ai pas ma place. En fait, voilà exactement ce que vous êtes en train de dire. Ouais, or, vous n'y êtes pas parce que vous avez le sentiment qu'on ne vous la donne pas. Et une place ne se donne pas, elle se prend, elle se gagne, elle se prend. Oui, mais ça, j'ai tout fait pour. J'ai tout fait. J'ai tout fait, mais voilà, je ne savais plus comment faire pour le faire savoir. C'est. Bon, il y a l'aspect professionnel et business, il y a aussi, il y a l'aspect activité, et puis il y a aussi l'aspect de la relation. Et peut-être que vous cherchez une réponse côté professionnel qui a sans doute plus à voir avec la façon, avec la relationnelle, ouais. Tout à fait, il me semble. Oui. Et ça peut-être, Jean-Luc, voyez pas, j'allais dire, ça vous prendra pas 10 ans, hein, de consulter peut-être quelqu'un, enfin un thérapeute juste qui vous guide sur démêler juste quelques fils en vous sur comment se passent vos relations, juste d'étudier ça en quelques séances pour comprendre d'où ça se joue pour vous, pour lâcher cette pression que vous vous mettez sur le lieu de vie, parce qu'il me semble que vous cherchez pas tout à fait au bon endroit, hein, les réponses, et cette histoire de ville prend toute la place, alors que sans doute ça se joue à un autre endroit pour vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que le choix de vous devient impossible, que vous voyez plus clair, parce que vous n'êtes pas au bon endroit où vous cherchez, donc c'est un peu confus. Et ça pourrait beaucoup vous aider d'aller regarder comment se passent vos relations, qu'est-ce que vous y mettez, quelles sont vos attentes, où sont vos déceptions, hein, travailler sur les déceptions. Voilà, étudier un peu tout ça. Je suis allé beaucoup devant des autres sans être exigeant et même sans attendre quoi que ce soit. Mais ça c'est un piège parce que ça veut dire que vous devez avoir du mal à demander. Et à mettre demander oui, et être très centré sur les autres. Et donc hypersensible, ce qui est une très jolie qualité dans la vie, mais qui quelquefois on s'est un peu embarrassé de ça. Donc on aimerait bien que les autres en prennent soin. Mais là, ça va plutôt être à vous d'en prendre soin. Alors il y a Marie, une fidèle auditrice qui laisse son numéro pour vous parce qu'elle aimerait bien continuer, prolonger cette conversation avec vous, et peut-être effectivement que Marie a envie de vous aider un peu dans ce chemin. En tout cas, je vous souhaite en fait de retrouver de la confiance. Hein, c'est ce que disent Pascal et JP. Il faut que vous croyiez en vous. Si vous vous dites je n'ai plus confiance, alors oui, c'est un peu perdu. Je crois en ce que je fais. Justement, oui, ça, c'est ça qui me manque extrêmement. Et je me disais justement peut-être à la campagne, je pourrais peut-être établir des liens plus moins intéressés, qui sont moins ceux d'une ville. Et vous pensez que ça va vous aider par rapport effectivement à vos attentes et à vous recentrer sur vous, c'est ce que vous en espérez? Oui, mais ce qui me fait peur, c'est néanmoins la solitude, et j'aurais aimé avoir des témoignages peut-être de gens. Bon, je lis parfois une revue qui s'appelle Village Magazine, qui redynamise, qui encourage la vie à la campagne. Mais j'ai peur qu'entre l'idéal et la réalité matérielle, parce qu'il faut bien en parler, il y ait comment dire un fossé, parce que et puis la réalité humaine et matérielle, parce que voir des gens qui sont très sympathiques, c'est bien, mais peut-être que ça ne suffit pas
Moi, j'ai le sentiment. Je ne sais plus. Oui. Oui, vous êtes perdu. Donc, on retrouve cette histoire de village. Vous me faites penser, vous savez, à l'histoire de la parabole. On pourrait dire c'est l'histoire d'un mec, comme dirait Coluche, mais oui, c'est l'histoire de quelqu'un qui cherche ses clés sous un lampadaire. Et pourquoi sous un lampadaire? Mais pas du tout parce qu'il les a perdues là, mais juste parce que c'est le seul endroit éclairé de la rue. Et vous cherchez en fait finalement là où vous pensez avoir de la lumière, alors qu'en fait vous êtes perdu ailleurs. Et votre histoire de ville et de village, de ville ou campagne, c'est ce que je vous disais déjà préalablement, cache en fait une histoire dans la relation et de déception et de besoin de lien. C'est bien pour ça que votre choix vous retient. Donc vraiment, Jean-Luc, j'insiste un peu, je vous conseille en fait si c'est possible pour vous, de consulter quelques séances un thérapeute juste pour démêler ce point-là et qui vous permettra le choix et le step suivant. Parce que vous risquez de reproduire, que ce soit à la campagne ou ailleurs, exactement le même scénario. Je le crains. Je vous dis en Inde, parce que justement ma fuite et où je me sens bien, c'est l'Inde. Ah bah alors voilà. Voilà, ça fait plusieurs fois que je vais en Inde, je suis retourné en février, et j'ai l'impression d'être plus utile même là-bas que... Ah bah alors vous êtes en train là, à la fin de notre échange, d'apporter une autre réponse. Et vous savez, quand on hésite et qu'on n'arrive pas à faire un choix, c'est que le choix, je reprends mon histoire de clé sous le réverbère, est bien ailleurs. Et là, vous êtes en train de me parler d'autre chose. Oui, mais... peut-être que là, alors je ne sais pas, qu'est-ce qui complique ce choix ou qu'est-ce qui vous arrête dans ce choix ? Dans le choix de l'Inde, de partir, c'est-à-dire demain, dans le choix d'aller ailleurs, de m'installer là-bas. Oui. Pour l'instant, je découvre petit à petit. C'est vrai que je m'y sens bien. Bon, il faudrait que je me donne beaucoup plus de temps aussi. Mon souhait serait d'y aller au moins 2 mois. Oui, renseignez-vous, bien sûr. Là, ça va être l'été, faites peut-être une coupure. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu ce film formidable, Indian Palace, Jean-Luc. Non, pas celui-là. Non, je vois pas mal de films indiens. Alors non, il n'est pas indien. Il n'est pas indien. C'est un film qui a été tourné en Inde, mais je ne crois pas. Mais il faudrait des occidentaux, des acteurs. Exactement, avec des acteurs occidentaux. Et c'est l'histoire d'un Indien qui crée un hôtel qui va être en fait un hôtel maison de retraite en fait pour des gens qui refont une vie. Et c'est absolument très amusant et merveilleux. Écoutez Jean-Luc, je vous souhaite en tout cas de trouver votre chemin et faites peut-être cette petite carte dont je vous parlais sur justement vos rêves, ce qui vous anime et surtout vos besoins en tout cas. Ça me paraît important parce que là vous êtes très centré sur l'extérieur de vous et il y a quelque chose à trouver à l'intérieur. Ouais, parce que c'est vrai que je vis très 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 mal depuis mon retour d'Inde. Vous êtes malheureux, oui. Oui. Je sens ça, oui. Donc il y a quelque chose du lien chez vous. C'est une histoire de lien. Et peut-être en Inde, effectivement, peut-être que vous vous sentez mieux dans le lien et plus en lien. Rien que vous savez, je suis allé dans un hameau du Karnataka, là, c'est magnifique. Hampi, c'est un lieu où il y a beaucoup de temples anciens, et dans un hameau pas loin du centre, de la bourgade, et ces sourires d'enfants, les contacts, ils sont tellement plus faciles, et j'ai l'impression d'y être plus utile, le sourire des enfants, à côté de certains, excusez-moi, pour certains, de certains artistes toujours exigeants et jamais contents. Bon, tant pis. Oui, vous avez le sentiment d'être accueilli, en fait, Jean-Luc, et c'est ça dont vous êtes. Oui, et de donner, en plus,
je donne parce que je peux pas. Quand je vais là-bas, je trouve que c'est trop facile comme j'ai vu certains touristes, de s'imposer comme ça, juste rapidement à côté d'une jeune femme en costume indien et pour faire la photo pour le mari, et puis même pas au revoir. Hein, donc ça m'écœure. Et quand on s'intéresse à ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui demandent, mais qui sont tellement accueillants, et ça fait beaucoup de bien. Mais on a envie d'y rester. D'accord, Jean-Luc. Et quand vous parlez, voyez, quand vous dites beaucoup de généralités, mais qui parlent de vous. Ils sont comme ça, et là-bas ils sont comme ci, et ici ils sont comme ça. Mais en fait, c'est ce que vous ressentez. Donc, il s'agit bien de vous. Oui, mais non, mais je vous rends très bien ici aussi à Nancy. Bien sûr. Hein. Non, mais j'ai bien compris, mais Jean-Luc. Là, au bout du compte, à présent que le magasin est fermé, c'est comme s'il y avait une gomme, malgré moi, qui avait tout effacé, à part une dame très gentille qui m'est restée en lien. Mais c'est vrai, on a l'impression que, vous avez l'impression, et donc faites confiance à ce dont vous avez besoin, parce que là vous venez en quelques phrases de définir vos besoins, qui sont finalement assez clairs, si vous les entendez, et je l'espère. En tout cas, je vous le souhaite. Donc moi, je vous souhaite plutôt un joli voyage en Inde, Jean-Luc, à très court terme. Merci de nous avoir appelés. C'est moi qui vous remercie. Et je fais comment pour la personne qui s'appelle Marie? Marie, Corentin va vous donner son numéro hors antenne. Hein, au revoir Jean-Luc, merci de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir. Ouais. Sophie Peters sur Europe 1. Avant d'accueillir Christiane, oui, Alice, vous avez raison avec votre SMS, l'histoire du lampadaire dont j'ai parlé à Jean-Luc. On la retrouve dans le théorème du lampadaire de Jean-Paul Fitoussi. Bravo Alice, on dirait un quiz que vous avez trouvé. Mais c'est aussi cette histoire de lampadaire, quelque chose qui est emprunté à la thérapie systémique en fait. Voilà, et qu'a repris effectivement Jean-Paul Fitoussi dans son livre. Vous êtes là, Christiane? Oui, bonsoir, bienvenue Christiane. Oui. Bonsoir. Alors, je vais essayer de pas me perdre dans les détails. Oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 1 an et demi, je suis tombée amoureuse d'un homme au travail. Oui. Et en fait, ça a commencé un peu bizarrement. C'est-à-dire que au début, il m'intéressait, je commençais un petit peu à m'intéresser, mais sans plus à lui. Et puis en fait, il ne me plaisait pas du tout physiquement, ni physiquement, ni son allure. Il me plaisait pas, mais j'avais envie qu'il me plaise. Donc j'ai fait un peu. Et pourquoi donc? Je sais pas, parce que j'avais l'impression qu'il remplissait. J'arrive pas je sais pas. Oui, qui correspondait à certaines choses que vous aimiez quand même. Voilà. Plus profond, dans la personnalité en tout cas. Voilà, dans sa personnalité. D'accord. Et du coup, j'étais allée chercher ce que je pouvais, sur quoi je pouvais me raccrocher. Donc, j'étais chercher, pour commencer, des infos sur Internet, pour voir qui il était. On commençait un petit peu à se parler parce on n'est pas collègues proches, hein. Mais on avait une activité en commun le midi, donc du coup, on va commencer un petit peu à se rapprocher, mais tout doucement. Et puis donc, j'ai trouvé effectivement qu'il correspondait, son statut social, tout ça, ça correspondait à ce que j'aurais aimé. Voilà, je me suis montée toute une histoire et je suis tombée littéralement amoureuse de lui, tout doucement. Et au point de vraiment d'en être déprimée, vraiment mal au ventre, j'étais très très mal. Donc, il y a eu au bout d'un moment une relation qui s'est installée. Il y avait quand même un jeu de regard qui s'était installé progressivement. Bon, j'avais été initiatrice, mais il est bien rentré dans le jeu. Donc c'était quand même tous les midis un regard, un sourire. Enfin voilà, elle s'est appuyée quand même. Et puis au bout d'un moment, voyant qu'il ne se passait rien, j'ai pris les devants, j'ai proposé donc par mail, on se parlait très peu, hein, donc j'ai proposé par mail un déjeuner qu'il a accepté, donc on est parti déjeuner à l'extérieur. Ça a été
un peu, je suis ressortie quand même un peu déçue des premiers rapports qu'on a eus, enfin des premières discussions. Mais bon, je me suis dit, oh, je suis peut-être un peu trop impressionnée par lui, parce pour moi, il m'impressionnait, c'est vrai, il m'impressionnait beaucoup. Ouais. Donc, et puis au bout de 15 jours, donc toujours ce jeu de regard systématiquement quand on se croisait, très insistant, tous les deux, enfin voilà. Et puis, au bout de 15 jours, voyant toujours qu'il ne se passait rien, j'ai relancé un deuxième repas. Et puis, il n'a jamais répondu à ce mail. Mm-hmm. Donc, bon, je me suis dit, réponse claire, il ne veut pas. Bon, voilà, c'était clair pour moi. Mm-hmm. Et puis, mais j'étais très mal, hein, vraiment très déprimée et tout. Et puis, au bout d'un mois, c'est lui qui est revenu vers moi. Il a commencé à me parler, tout ça. Donc, j'ai, dans un premier temps, été assez froide, puis après, je me suis radoucie. Je me suis dit, bon, peut-être que je reprenais espoir, voilà. Puis après, le jeu de regard s'est réinstallé comme ça pendant 4-5 mois à peu près. Mais il ne se passait rien. Alors, des fois, effectivement, on mangeait ensemble. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, mais concrètement, il ne faisait pas de pas. Et puis, j'ai dû quitter le travail. Je suis partie sur un autre lieu de travail. Donc, au moment de partir, il est venu me voir pour me dire qu'il attendait mon invitation. Donc, pareil, j'ai pris ça pour un pas. Et puis, en fait, moi, j'ai pas fait, quand je suis partie, j'ai pas fait d'invitation, j'ai pas fait de mail, tout ça. Et puis, il s'est passé environ une dizaine de mois. Mm-hmm. Et je commençais un peu à l'oublier. Ouais. Bon, j'avais pas trop envie aussi, il y avait ça. Par moments, j'avais pas envie que ça passe. Donc, j'essayais de refantasmer, les sentiments reviennent, voilà. Et puis je suis retournée donc à ce travail et donc je commençais un peu à l'oublier. Puis finalement c'est revenu là. Mais depuis 3 mois je suis revenue sur le lieu de travail et puis ces sentiments sont revenus. Mais vous le revoyez là depuis 3 mois? Voilà, là je le revois. Voilà. Sur cet ancien lieu, vous êtes retournée sur l'ancien site. Voilà. Oui. Mm-hmm. D'accord. Et donc, ça a commencé un petit peu aussi, ce jeu de regard, voilà. Et puis, là, en fait, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Mais en même temps, c'est ambigu de sa part, ce qu'il veut. Moi-même, en fait, je ne sais plus trop ce que je veux. Vous connaissez sa situation de vie? Ou vous savez rien sur lui? D'après ce que oui, je sais qu'il est seul, enfin, ce que j'en ai conclu, sans qu'il me l'ait dit directement, mais dans les conversations, j'ai compris qu'il était seul, oui. Séparés en tout cas, oui. Oui, d'accord. Et donc voilà, on a parlé quelques fois quand même, on a eu des discussions, mais très pas personnelles du tout. Hein. Et donc voilà, et donc c'est vrai que c'était très ambigu pour moi. Pour moi, c'était clair quand nos regards, tout ça, c'était une évidence. Après, dans les faits, effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc j'avais du mal à tirer les fils de tout ça. Et puis c'est vrai qu'après, je me posais beaucoup de questions sur est-ce que j'ai raté quelque chose, j'ai l'impression d'avoir loupé, alors j'ai des remords, des fois je veux foncer, refaire un mail, mais en même temps, peut-être que je veux plus. Alors des fois, il y a des moments où je voulais faire, encore il y a quelques jours, je voulais lui faire un mail pour presque le pousser à me dire non et que je sache vraiment concrètement ce qu'il veut. Pour moi, s'il me disait non, en même temps s'il me disait oui, ça me fait peur. Et c'est vrai qu'il m'impressionnait beaucoup. Et donc voilà, du coup, je savais plus trop. Il y a encore quelques jours, je savais plus trop ce que je voulais. Maintenant, je me rends compte que l'enjeu, c'est pas tellement lui, en fait. Oui. Bravo, j'allais arriver là. Donc, je vois que vous y arrivez toute seule. Oui. Vraiment tout ce que j'ai mis en place. Oui. Et en fait. Donc, l'enjeu, c'est quoi? Alors, l'enjeu, je ne sais pas quel est-il, effectivement. Oui, l'enjeu, c'est pas lui. Vous avez complètement raison. C'est ce que j'allais vous dire. Et d'ailleurs, je voulais juste remonter un tout petit peu en amont, justement, sans doute pour qu'on arrive à trouver l'enjeu, où je vais vous en proposer quelques pistes. Mais quand vous dites « il m'impressionne », qu'est-ce qui vous impressionne? En fait, c'est quelqu'un qui, pour moi, représente le statut social que j'ai pas, voilà. Il est très cultivé, au niveau du travail, il a un poste aussi assez important. Donc, c'est vrai que moi, je me sens je me sens très minimisée par rapport à lui. Ça, c'est sûr. Après, je pense que si aujourd'hui aussi, j'ai fait le lien avec, forcément, avec toute mon histoire. Donc, je vais pareil vous faire un petit déroulé vite fait. Donc j'ai grandi en fait en famille d'accueil et foyer de la DAS avec donc pas de père et puis une mère dépressive, donc voilà.
Ensuite, je me suis mariée et j'ai eu 20 ans donc, de vie commune avec mon mari. Et j'ai divorcé il y a 4 ans. Voilà. Et pour moi, en fait, la vie de couple, c'était pas... ça m'a pas... On avait une vie de famille, hein, j'avais 2 enfants, donc au départ, c'était très bien, j'étais amoureuse. Mais c'est vite tombé. Et en fait, en dehors du sentiment amoureux, pour moi, la vie de couple, c'était très plat, quoi. Voilà. C'était très plat. J'aimais bien cette vie de famille, hein, mais voilà. Au niveau vie de couple, c'était vraiment très plat. Donc, au bout de 20 ans, ça me convenait plus. J'ai divorcé il y a 4 ans. Voilà. Pour moi, c'était un grand soulagement. C'était une grande libération. Et puis, depuis 4 ans, c'est vrai que je suis un peu dans le brouillard. D'accord. Vous avez eu dans ces 4 dernières années des liaisons, des histoires? Oui, mais au départ, la première année, j'ai eu 2 petites aventures qui vraiment ne m'ont pas apporté quoi que ce soit. Après, au bout du deuxième, c'est vrai que j'étais amoureuse, mais c'est très vite retombé. Ça a duré quoi? Le premier, à peine quelques jours. Le deuxième, je vais dire, j'ai fait des efforts pour tenir, mais ça a tenu 2 mois, quoi, en gros. Et puis après, je me suis dit, après tout, peut-être que j'ai pas besoin, j'en veux plus, peut-être que j'ai plus envie, c'est fini, enfin voilà, je parais. Et puis j'avais plus envie, donc j'étais tranquille pendant 1 an, je me sentais vraiment libérée de ça. Et puis il y a eu cette rencontre en fait avec cet homme. Oui. En fait, il y a 2 choses, Christiane. Il y a d'une part, quand vous dites il m'impressionne, il est ce que j'aimerais soit être, soit vivre, en tout cas un type de compagnon idéal. Il y a 2 choses, c'est que d'un côté il est très fantasmé parce que peut-être que l'homme en lui-même, et d'ailleurs vous le dites, le premier repas pas passionnant. Donc l'homme en tant que tel vous passionne pas, il vous plaît même pas tellement physiquement, mais c'est tout ce qu'il incarne, c'est toute la représentation qu'il emmène avec lui qui vous fascine. Et du coup, l'enjeu il est de 2 sortes. Il est d'une part que vous le fantasmez et qu'en fait on est confortable d'une certaine manière dans le fantasme quand on se confronte pas à la réalité, et donc vous baladez avec un amoureux à l'intérieur de vous, et c'est mieux pour vous que, j'allais dire, un mari encombrant, ou en tout cas une déception dans la réalité. Et puis il représentait aussi, et c'est l'autre enjeu, un espoir de changer de vie, un moyen. Donc il est à la fois fantasme et fonction. Il est désir et moyen. Il est dans ces 2 endroits-là pour vous. En fait, dans la réalité, ce qu'il est réellement, c'est pas ça. Enfin, vous voyez, donc il est pas du tout incarné. Il est totalement désincarné. La seule chose d'ailleurs qui s'incarne, c'est les jeux de regard, et qui sont d'ailleurs complètement propices à nourrir le fantasme, à nourrir l'espoir, à nourrir tout ce que vous avez construit. C'est-à-dire que, j'allais dire comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, le lien uniquement, enfin vous voyez, la relation uniquement par regard, permet de garder les braises toujours bien rouges du feu qui s'est allumé, quoi. Ça attise en permanence. C'est ce feu qui n'est pas éteint et qui ne va pas s'éteindre tant que pour vous n'êtes pas ancré dans la réalité, c'est-à-dire dans du lien de réalité. Mais là, ça voudrait dire vous confronter à nouveau, en tout cas, à quelque chose de l'ordre du couple qui vous a terriblement déçu et que vous ne voulez peut-être sans doute pas retrouver. Donc vous devez être très méfiante. En fait, justement, j'ai mis du temps, mais je me suis projetée quand même avec lui. Je me voyais bien. Oui, c'était un espoir. Vous vous projetiez, c'était un espoir de changer de vie. Mais vous le connaissez pas. Vous connaissez pas cet homme. Oui. Donc il est fantasmé. Il est complètement fantasmé et ça vous a nourri, vous vous êtes senti moins seul. On peut être très très habité en étant très très amoureuse ou amoureux d'une image fantasmée. Le sentiment d'amour, il est bien réel, même si l'objet d'amour est fantasmé. Oui. Oui, mais justement, c'est là où j'ai du mal à comprendre aussi, c'est que pour moi, je n'arrive pas, je peux pas imaginer de tomber amoureuse de quelqu'un que je connais. Parce que ça ressemblerait trop à ce couple un peu fade. La connaissance de l'autre pour vous s'apparente à la fadeur. Enfin, à quelque chose de l'ennui en tout cas.
voilà, si je fais le lien avec mes amours d'adolescente, j'ai rarement eu de copains parce que mes amours, c'était toujours des hommes, c'était toujours des éducateurs, des professeurs, enfin voilà. Donc des hommes en position un peu haute par rapport à vous. Voilà. Hein, un peu comme cet homme-là aussi. Oui. J'ai jamais été amoureuse d'un copain, d'un proche, de quelqu'un de mon âge, enfin voilà. Et votre mari, lui, c'était un copain de votre âge, un proche? Il était mon âge, oui, il était de mon âge, Oui, donc vous avez besoin d'être impressionné par l'homme, et ça rejoint votre histoire d'enfance et d'absence de père. De père qui vous aurait permis de vous construire en tant que femme, et donc vous recherchez l'homme avec un grand H qui vous permettrait d'accéder à la femme avec un grand F, qui vous a manqué. Le rôle que votre mari n'a pas pu jouer parce qu'il n'était pas investi de cette figure pour vous d'homme vis-à-vis de la petite fille. J'ai l'impression que c'était moi qui le tirais tout le temps, voilà, qui me tirait vers le bas, et c'est moi qui devais toujours le traîner derrière moi, quoi. Donc, c'est ça, c'est que du coup... Donc en fait, peut-être que pour vous, ce qui serait, j'allais dire, à envisager dans l'avenir, c'est une rencontre avec un homme qui ne soit pas forcément en posture sociale haute, vous m'avez cité, professeur, etc. Là, c'est un cadre supérieur de la boîte. Mais un homme que vous puissiez admirer, pas forcément justement, et j'allais dire même peut-être pas pour sa fonction dans la société, mais pour l'homme qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un qui vous scotche, en d'autres termes. Un homme qui vous waouh, quoi. Quelqu'un que vous puissiez vraiment admirer dans son masculin. Ça vous aiderait, vous, dans votre féminin. C'est ça dont vous avez besoin. Parce que là, dans ce que vous vous êtes créé, c'est pour ça que le fantasme, d'ailleurs, fonctionnait bien, mais que la réalité n'a pas fonctionné. Le déjeuner, c'était bof, parce qu'il vous a pas du tout impressionné, cet homme-là. Il vous a impressionné dans la représentation. Oui. Tu sais, dans les moments où on était ensemble, j'étais assez intimidée quand même. Oui, parce que c'est tout ce que vous vous êtes raconté. Oui, c'est tout ce que vous êtes raconté, mais vous vous êtes clairement... vous n'avez pas passé un super moment dans ce déjeuner, à ce que je comprends. Vous l'avez pas trouvé passionnant, cet homme-là? Enfin, pas que je l'ai pas trouvé passionnant, c'est que en fait, il passait pas grand-chose entre nous. Le lien ne se faisait pas, voilà. donc quoi, le repas, c'était on se regarde dans le blanc des yeux, ou vous êtes raconté quoi? On avait bien discuté, ouais. Mais je veux dire, c'était fade, enfin, oui, fade. Ah bah tiens, vous voyez, c'était fade. Donc le tout début, on parle seulement d'un repas. Donc juste le moment où vous êtes tous les deux seul à seul, en tête à tête, dans un restaurant, c'est fade. Mais par contre, quand vous rentrez chez vous, où vous échangez des regards à l'heure du déjeuner au sein de ces activités, là, c'est formidablement enthousiasmant et impressionnant et merveilleux. C'est intéressant, c'est là où ça parle de vous, Christiane. Et ça parle de votre relation à l'homme, du besoin d'homme que vous avez, qui est assez clair et qui pourrait tout à fait s'envisager dans la réalité, pour que vous puissiez alors échanger dans le réel avec quelqu'un qui, dans la discussion, dans l'échange, dans ce qu'il est, dans l'être qu'il est, vous, la femme que vous êtes, vous puississiez être dans cette admiration, parce que vous avez besoin de retrouver cette admiration pour une image masculine afférente au père. Et pourquoi pas, Je dis, et pourquoi pas? Parce qu'elle n'a pas été construite. J'ai du mal à trouver de l'admiration en dehors de ça, quoi, de ce... parce que vous êtes aujourd'hui sur la fonction. Vous admirez l'homme qui a réussi. Vous admirez l'homme haut placé. C'est là où sans doute la petite fille a dû placer une image de père idéal qu'elle a pu voir, je sais pas, à l'école avec ses camarades. Enfin, il y a quelque chose de vous qui l'a mis dans la fonction sociale. Il est placé à cet endroit-là. Et là, en plus, c'est pas très simple pour vous parce que vous vous rabaissez. Oui, j'ai conscience de ça. Ouais, vous, d'une certaine manière, quand je dis vous rabaisser, en tout cas, vous vous dites je suis pas à la hauteur. Et du coup, ça vous bloque. Donc, vous n'avez plus accès à votre séduction. C'est un peu embêtant avec un homme. Vous n'avez plus accès à votre séduction à ce moment-là.
Vous perdez de la séduction. Oui, peut-être. En même temps, c'est vrai que j'ai quand même pas de souci à ce niveau-là. Enfin. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je dis, quand vous me dites qu'il vous impressionne et que vous saviez plus comment faire, d'ailleurs, vous n'avez sûrement pas de souci à ce niveau-là. S'il s'amuse, comme dit Brigitte, lui, de son côté, il s'amuse avec un jeu de regard. Hein. Lui, il est pas clair. Il est clairement pas clair. Donc, c'est bien que vous êtes archi séduisante pour qu'il joue comme ça. Mais lui, il n'est pas clair. Il donne ni ses intentions, ni rien du tout. Oui, c'est vrai que j'ai eu du mal à interpréter aussi son intention, parce que il en a pas. Il est bien rentré dedans. Oui, il en a pas. Il joue. Ouais. Il joue. Il n'a pas d'intention. Quelqu'un qui joue n'a aucune intention, si ce n'est celle de jouer. Donc vis-à-vis de vous, il n'a pas d'intention. J'ai pas eu l'impression qu'il jouait non plus. Parce que des jeux de regard avec un déjeuner où il n'a pas grand-chose à vous confier, vous voyez. Bon, s'il avait une intention, il l'aurait dévoilé. C'est vous qui avez fait l'effort. En tout cas, Christiane, oui, on se quitte là. Et je vous encourage à travailler, réfléchir et penser sur cette relation et cette image d'homme. Et peut-être qu'elle n'est pas au bon endroit là pour vous. D'accord, merci. Bonne chance à vous. Au revoir Christiane. Et puis bonne nuit à vous tous. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain soir à 22h pour l'émission. Et je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas et son émission Sortie du cadre. Faites de très beaux rêves et rendez-vous demain 22h10, c'est promis. Bon dimanche.